Radio Univers, le 13h. Partout au Bénin, même heure sonne ici à Radio Univers et vous faites bien de choisir Radio Univers pour vous informer les titres. À la une, le transport universitaire va reprendre vie dans peu de temps. Une bonne nouvelle annoncée hier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léonard Yahi Ladékan. Vous suivrez dans ce 13h le point de ses propos avec Boris Agbalika. L'école nationale d'administration ENA de l'université d'Abomey-Calavi célèbre ce jour la journée internationale des secrétaires, un événement qui est en cours actuellement dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Il a rassemblé secrétaires aspirants au métier de secrétaire et des étudiants des universités privées du Bénin. Détail à suivre dans ce 13h. Une soutenance de licence a eu lieu ce matin à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC dans le département des lettres modernes. Elle est axée sur le thème aspect de l'image de soi dans le discours d'Abdoulaye Maïga lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le point est à suivre également dans ce journal. Au menu du journal des sports, fin de la 6e journée de la Super League Pro Suite au Bénin. Hier, Dynamo de Parakou s'est imposé face à Ton FC, 1-0. Pendant ce temps, le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire au tir au but face à Manchester City hier. Voilà les grandes lignes de cette édition. Installez-vous pour le développement. De nouveau, bonjour. Je l'annonçais en titre, le transport universitaire va reprendre bientôt. C'est une exclusivité que nous donne la station universitaire. Elle émane des propos d'Éléonore Yahi Ladékan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en réponse à l'une des questions sur les dispositions en cours pour la reprise des bus universitaires suspendus depuis le 17 février 2023. L'autorité de tutelle a rassuré et a donné des précisions. Que retenir de ces explications? La réponse est avec vous, Boris Agbalika. La vie normale du transport universitaire, c'est imminent. Et ce, avec une nouvelle extension vers d'autres lignes et d'autres universités nationales. Éléonore Yahi Ladékan, la chargée de l'enseignement supérieur au Bénin, annonce expressément. Le transport va reprendre. Et le transport non seulement va reprendre là où on a l'habitude de le faire, va prendre en compte de nouvelles lignes selon les besoins et va également s'étendre à d'autres universités pour que la couverture soit parfaite. Même si elle n'est pas à 100%, ça va être un bon début qui va pouvoir se renforcer au fil des années. L'idée derrière la suspension des moyens de transport de la couche estudiantine, c'est la réfection totale de ceux-ci. Et pour raison, ces bus étaient tous vétustes selon l'autorité. Les assermentés sont jusqu'à présent en charge des travaux. C'est depuis l'année dernière qu'il a été constaté que ces bus ont commencé par prendre feu. Ces bus ont affiché leurs limites et nous avons ainsi accéléré ce qui est prévu dans la réforme. Ce qui est prévu dans la réforme, c'est de pouvoir céder ça à ceux qui savent faire ça. C'est qui les professionnels en matière de transport qui vont assurer une durabilité au bus et en même temps faire un modèle économique en termes de consommation de carburant. Les autorités gouvernementales et ministérielles n'ont aucunement bourdé les oreilles face aux problèmes des étudiants. Patrice Talon, le numéro 1 béninois en personne, prend à bras le corps le dossier transport universitaire et y met de la pression. Éléonore Yahi Ladékan. Le chef de l'État a rattrapé donc la commission dans la réforme qui est en cours pour dire qu'il faut intégrer cela. Et je préfère laisser cela au titre des annonces qui viennent d'ici là. On ne va pas dire que nous faisons la sourde oreille aux problèmes récurrents de nos étudiants. Tout le temps qu'ont duré ces explications, l'autorité ministérielle n'a indiqué aucune date de reprise. Elle a juste rassuré de l'imminence.
À l'instant, Boris Agbalika, je l'annonçais en titre, aspect de l'image de soi dans le discours d'Abdoulaye Maïga lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies est le thème qui a fait objet de soutenance à la faculté des lettres, langues, arts et communications au département des lettres modernes. Les impétrants se sont donnés pour objectif d'étudier les particularités, les signes spécifiques qui ressortent du discours d'Abdoulaye Maïga à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Ornel Arouaimon, l'impétrante. L'objectif, c'est d'étudier les traits de la personnalité d'Abdoulaye Maïga, c'est-à-dire les toasts d'Abdoulaye Maïga, les traits qui ressortent de son discours, de son allocution prononcée lors de cette assemblée. Nous avons déduit de ce travail, de par les différentes analyses que nous avons eu à faire, que Abdoulaye Maïga, de par son discours, présente plusieurs traits de sa personnalité. Déjà, il montre l'image d'un homme confiant qui maîtrise la situation de son pays sur tous les plans, qui n'hésite pas à exposer ses actions et également qui n'hésite pas à être incisif envers ses ennemis, à leur dire la vérité crûment. Également, un homme qui sait dire merci quand il le faut aussi, voilà, avec toutes les qualités de culture qui vont avec. C'est un homme panafricaniste. Il faut savoir que c'est vraiment pas du Mali, mais la situation qui se pose au Mali doit préoccuper aussi, être renversée, doit préoccuper aussi le Bénin, puisque les actes terroristes qui ont lieu actuellement au Mali migrent vers le Bénin, déjà vers les pays environnants. La mention bien a sanctionné le travail du binôme Émeric Ouessou et Ornel Arouaimon. La salle 5 de l'Est Flash a servi de cadre pour cette soutenance de la FLAC. On se rend à présent à l'ENA où l'amphithéâtre Roudegui abrite en ce moment même la journée internationale des secrétaires, axée sur le thème évolution des rôles et des compétences des secrétaires vers une collaboration innovante et adaptative. Elle est organisée par les étudiants secrétariat à l'École nationale d'administration et rassemble les secrétaires aspirants au métier d'étudiant de l'ENA ainsi plusieurs autres étudiants des universités privées du Bénin. Dans son allocution, Laurence Senaron, présidente du comité d'organisation, est revenue sur l'importance de cette journée qui constitue un moment de réflexion et d'échange sur le métier du secrétaire. Nous aurons le privilège de participer à des ateliers, des formations, des présentations et des concours qui nous permettront d'approfondir nos connaissances, d'échanger des idées et de renforcer nos compétences professionnelles. De plus, c'est aussi le moment idéal pour tisser des liens précieux avec nos pairs et établir des contacts enrichissants pour notre parcours professionnel. Des panels de discussion et des conférences vont meubler cette activité. La Fondation Kamansi, en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi, a organisé hier une diffusion de films documentaires dénommé Yovoda dans l'amphithéâtre Idriss Debitno de l'Université d'Abomey-Calavi. L'objectif de ce programme est de se réapproviser de l'histoire de la traite négrière pour contribuer à un éveil de l'Afrique. L'activité a réuni étudiantes, enseignants et bien d'autres comptes rendus. Colombe Lissanou, présentation Raïssa Ronkampe. La séance a démarré par les différentes allocutions suivies d'une première projection cinématographique dénommée Yovoda Introduction. Après cette projection, le docteur Dieudonné Yamankou a procédé à une étape de questions-réponses. Dans sa prise de parole, il a notifié que l'on ne peut pas parler de la traite sans aborder l'aspect de la science juridique. Sur la dimension juridique de ce qu'on appelle la traite négrière et de l'esclavage en Afrique, on m'a dit non, en tout cas pas à leur connaissance. Et j'ai demandé si au département d'histoire, il y avait déjà eu des mémoires ou des thèses qui abordaient la dimension juridique de cette thématique. On m'avait dit non et on m'avait demandé mais pourquoi je posais cette question. Est-ce qu'on a besoin d'être juriste pour devenir historien et pour étudier la question de la traite négrière? On ne peut pas parler de cette problématique-là sans faire appel à nos juristes. Pour les participants, le programme leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur la notion de l'esclavage. Tout ce qu'on nous a raconté, que ce soit en histoire, à propos des Blancs, que c'était vraiment de la fausse information. Aujourd'hui, les Africains, s'ils n'avaient pas subi le sort de l'esclavage, ils pourraient être plus développés. L'histoire, quand elle est écrite par le vainqueur, forcément, elle va dans son avantage. Et nous n'avons jamais cherché, en tant qu'Africains, à se mettre de l'autre
l'autre côté des vaincus et se dire mais comment l'histoire s'était-elle vraiment déroulée. À travers ce concept, nous avons pu voir, nous avons pu apprendre que les idées que nous étions faites de la traite négrière n'étaient pas vraies en fait. Sous la pression des organisations afrodescendantes, l'UNESCO a pris la décision de nommer son projet de route la route des personnes réduites en esclavage, a précisé le conférencier. On se rend pour cette fois-ci à l'EAC où la 14e édition de l'activité Danse Africa s'ouvre ce jour ici à l'université d'Abomey-Calavi. L'initiative émane de la section danse moderne de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EAC. Elle porte sur le thème « Le monde de la danse au XXIe siècle ». Quelle importance? Ce thème est choisi dans l'optique de valoriser les danseurs africains et fait comprendre à tous que la pratique de la danse, tout comme les autres activités, peut permettre à son pratiquant de survivre. Théodore Tienawa, trésorier du comité d'organisation. L'objectif global de cette 14e édition d'Africa Dance est de dynamiser et structurer un secteur artistique en voie de développement en mettant l'accent sur la promotion et la valorisation des danseurs. Nous avions choisi ce thème histoire de faire montrer, de faire passer un message à la population africaine, de passer à tout le monde que le monde de la danse peut permettre à l'être humain de vivre et de survivre. Le monde de la danse est capable de subvenir aux besoins de l'être humain. Le monde de la danse est capable de passer un message, de donner une expression à travers son corps, à travers des rythmes de danse et de démontrer ce que l'on ressent à travers la danse. Le sport, des formations, un battre de danse, une conférence, une soirée spectacle et une sortie touristique sont les activités prévues pour cette 14e édition. Le laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA, organise un séminaire international ici à l'université d'Abomey-Calavi. Enseigner les humanités classiques africaines, une perspective décoloniale, c'est le thème au cœur de ce séminaire de 2 jours. Il va se dérouler les 26 et 27 avril prochains dans l'amphithéâtre Etisala de l'université d'Abomey-Calavi. La science va être coordonnée par le professeur Maouyon Kako, directeur scientifique du laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA. Et vous l'aurez déjà compris, c'est un autre volet dans cette édition. Le rendez-vous hebdomadaire des ministres s'est tenu hier, ceci dans la houlette, sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. À cette occasion, plusieurs décisions ont été prises au niveau des mesures normatives. Il a été question de l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines, l'approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son conseil d'administration. Dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et la pêche, il y a eu la mesure de soutien de l'État aux producteurs sur les prix de cession des engrais en titre de la campagne agricole 2024-2025. Au titre des mesures individuelles, on a la nomination des ministères des Affaires étrangères. Les ministres en charge de l'éducation au Bénin ont animé hier dans la matinée une conférence de presse à Cotonou. L'objectif est de faire le point des avancées et perspectives dans le sous-secteur de l'éducation 6 mois environ après le démarrage de la rentrée. Elle s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Compte rendu de la science avec Trinité à Romanibé. Situation des aspirants au métier d'enseignant AME, manque d'encadreurs dans les salles de classe, manque d'infrastructures. Aucun sujet n'a pas été de trop au cours de ce rendez-vous avec la presse nationale. Pendant 2 heures environ, les autorités ministérielles ont tenté de lever chacun un coin de voile sur les prouesses enregistrées ainsi que les perspectives du gouvernement. Au niveau de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, le revêtement des AME dans la fonction publique et la préparation des examens de fin d'année sont des sujets en pôle position. Yves Kouaro-Chabi, ministre de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle. Nous avons enclenché la préparation des examens de fin d'année il y a quelques mois. Je vous parlerai juste du BEPC et pour vous dire que les préparatifs se passent très bien. Les inscriptions sont déjà terminées. Nous avons même atteint un niveau record d'inscription de nos candidats en moins de 3 semaines. Tout simplement parce que depuis déjà 4 ans, nous avons dématérialisé les inscriptions aux examens. Les examens techniques également se préparent très bien. Et celui qui s'annonce dans quelques jours, à partir de lundi prochain, c'est le CQM, le certificat de qualification professionnelle. À ce niveau, nous avons plus de 30 000 candidats. Les autres examens techniques également se préparent très bien. Nous n'avons aucun problème. Les choses se passeront très bien. Son homologue de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique
scientifique s'est aussi livré à un exercice similaire consistant à faire le point des progrès liés aux réformes. Le bien-être des étudiants, la construction des infrastructures et la disposition d'un code d'éthique et de déontologie aux enseignants sont entre autres des avancées connues. Éléonore Yaïla-Decan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour ce qui concerne le bien-être des étudiants, ce comité a travaillé à identifier un certain nombre de besoins en infrastructure que nous connaissons très bien, que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, les universités thématiques au niveau de l'université nationale d'agriculture, l'université nationale des sciences, technologies, mathématiques, ingénierie d'Abomey. Les infrastructures sont en construction. D'autres ont besoin d'un coup de rafraîchissement et de réhabilitation. Au niveau des acteurs, même les enseignants, nous avons un nouveau code qui est appelé le code d'éthique et de déontologie qui va devoir s'appliquer désormais à tous les enseignants. La conférence de presse a abordé également d'autres sujets relatifs au transport universitaire, aux bourses et d'autres questions relatives à l'enseignement au Bénin. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des monuments et des sites. Le but de cette journée est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous diverses formes. L'autre objectif de cette journée est d'encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. En marge à cette journée, l'on s'intéresse à la fresque murale du port autonome de Cotonou. Elle a été dévoilée en mai 2023. L'œuvre offre une nouvelle illustration du rôle de l'art urbain pour l'inclusion de vivre ensemble. Le symbolisme de cette fresque est retracé dans cette production de Valérie Agboressi présentée par Candide Rouento. 12 personnes dont 6 femmes et 6 hommes, chacune représentant différentes religions. C'est la fresque murale qui se situe sur un espace de 525 mètres carrés le long du mur du port autonome de Cotonou. Elle symbolise le vivre ensemble. Florent Kwaouzoti, conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les Béninois ont souvent vécu dans non seulement le syncrétisme religieux, mais ça exprime également la tolérance. Chacun peut vivre sa foi selon ses convictions, sans pour autant empiéter sur les convictions des autres. À l'intérieur même d'une famille, on peut voir la grand-mère qui est Voudossi, le fils qui est Bibaoué et de l'autre côté, le petit-fils qui est musulman. Cette fresque vise à souligner l'identité et la culture béninoise tout en appelant à la cohabitation pacifique. Verkis Ahoy-Mentier, ingénieur en administration et coopération culturelle. Comme le dit Mas, la religion c'est l'opium du peuple. Et puis, ce qui divise le plus au monde, en réalité c'est la religion. Mais là, je vois toutes les régions qui opèrent, qui se pratiquent dans notre interland béninois. Chaque représentant se donne la main pour construire la nation. Un peuple, ce n'est pas que l'économie, ce n'est pas que l'armée, c'est beaucoup de choses. Pour Franck Ogou, directeur de l'école du patrimoine africain, l'œuvre entre dans la droite ligne du développement du Bénin. D'abord, ça inspire l'unité et ça inspire aussi que nous devons aller dans la même direction. Pour le Bénin, pour son développement, pour son avenir, il faut tous qu'on regarde dans la même direction. On regarde dans la même direction pour que le Bénin se révèle au monde entier, pour que le Bénin puisse relever la tête. Parce que justement, ça fait parfois mal quand on découvre qu'on a un pays qui a beaucoup d'atouts et qui malheureusement reste un pays pauvre. La Journée internationale des monuments et des sites est à sa 43e édition cette année. Elle se déroule sur le thème « Catastrophes et conflits à travers le prisme de la Charte de Venise ». À l'instant, Candide Rouento, on s'informe à présent hors du Bénin. Et c'est avec vous, Hospice Azon d'Hospice, bonsoir. Deo Gracias Capo, bonjour et bonjour à tous nos amis. Vous nous dites, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie pour sa première visite à l'étranger. Il est attendu aujourd'hui même en Mauritanie pour sa première sortie officielle à l'étranger où il va rencontrer son homologue pour une visite stratégique. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail qui va durer une journée. Ce voyage officiel à l'extérieur des frontières du Sénégal renforce
renforce l'idée d'une volonté d'intégration africaine chère au président Bassirou Diomaye Faye. Il sera accompagné de plusieurs ministres, dont le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. L'un des thèmes qui sera abordé au cours de cette visite est le grand gisement gazier JTA au large des deux pays, dont l'exploitation très attendue et initialement prévue en 2022 a pris de retard. Autre sujet lié aux infrastructures, le pont de Rosso à la frontière sénégalo-mauritanienne, dont la construction a commencé depuis 2021 et qui va faciliter le déplacement entre les deux pays. On sera au Ghana où l'ancien ministre du Commerce Alain Kylimanten lance une nouvelle alliance politique pour les élections prochaines au Ghana. C'était hier Deo Gracias et dans l'espoir de regrouper tous les Ghanéens déçus des gouvernements, l'ancien ministre s'est entouré d'une dizaine d'autres partis et mouvements de la société civile. Les anciens électeurs du New Patriotic Party NPP, le parti présidentiel, étaient à la conférence du lancement de cette nouvelle alliance. Pour rappel, lors d'un sondage publié le mois dernier, l'ancien ministre Alain était crédité de 12% des intentions de vote. Le Congo-Brazzaville connaît ses deux universités publiques à l'Internet haut débit. Tout à fait, Deo Gracias. C'est dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique. Le Congo va utiliser 10% du financement reçu pour la Banque mondiale pour connecter ces deux universités à l'Internet haut débit. Comme vous l'avez su bien dit, les travaux ont été lancés hier par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Les travaux vont durer 6 mois. En attendant, l'accès des étudiants à Internet laisse à désirer. Avec son plan de connexion, le gouvernement congolais compte faciliter l'accès à l'Internet haut débit pour plus de 51 000 étudiants. Et pour finir, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation visite sur chantier en cours d'exécution à l'Université Joseph Kizerbo. Accueilli par le président de l'université, l'équipe de coordination du projet d'appui à l'enseignement supérieur et celle du contrat de performance de l'université, le ministre et sa délégation ont débuté la visite avec au laboratoire de biologie végétale, à l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre. Ils ont ensuite visité la zone des amphithéâtres où ils ont eu un bref entretien avec plusieurs étudiants de première année de sociologie en cours dans le pavillon L. Ils ont aussi fait une escale au détensateur logé à la direction des services informatiques de l'université. La visite a pris fin à la bibliothèque universitaire centrale. À l'issue de la tournée, le président de l'université a indiqué que son institution est en chantier avec pour challenge de lever les obstacles de son rayonnement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour sa part, a exprimé sa grande satisfaction et remercie les partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement dans sa quête urgente de former les élites de demain. Merci à vous, Hospice Azonor, pour toutes ces informations. Et on parle de la 6e journée de la Super League Pro Suite du Bénin et la Ligue européenne des champions avec Arnaud Dossa. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Deo Gracias. On vous installe. Le journal, la page des sports. Vous nous dites les résultats de la 6e journée de la Super League Pro Suite 2023-2024 sortis hier sont avec vous. Deo Gracias. Dans la zone AB, les Panthères FC et le Soleil FC se sont quittés sur un score de 2-1. Le Dynamo de Parakou s'est imposé face au Tonnerre 1-0. Les Abeilles FC ont été neutralisés par les Buffles du Borgou 2-1. Beki FC 2-. Real Sport 0-. Audio et Dynamique FC se sont quittés sur un score étriqué de 2-0 dans la zone CD, bien entendu. Asvo a dominé Aziza FC 3-1. Pendant ce temps, Adidja FC s'est imposé face à J.A. Ketou 2-1. La jeunesse sportive de Ouida, quant à elle, a été dominée par Ainovi 2-1. Les étoiles filantes se sont imposées face à Jeffa FC
2-0. Et pour finir, Deo Gracias, Avrancourt, Omnisport et As Police se sont quittés sur un score nul et vierge. Et qu'en est-il du classement provisoire par zone de cette 6e journée de la Super League Pro Suite 2023-2024? Eh bien, dans la zone AB, les Buffles du Borgou viennent en tête avec 14 points plus 4, suivi de Béké FC 11 points plus 3. Abeille FC est 3e avec 10 points plus 3, accompagné de Audio FC 10 points plus 3 également. Astonnet est 5e avec 9 points plus 1. Panthé FC est placé à la 6e place avec 9 points moins 1. Dynamo FC Parakou, bien entendu, 7e, 7 points moins 2. Real Sport FC, 8e, avec 6 points moins 2. La 9e place est donnée à Soleil FC qui totalise 5 points moins 2. La dernière place de cette zone AB est réservée à Dynamique FC avec 2 points moins 7. Dans la zone CD, Asvo, JA, Ketou et Étoile Filante sont respectivement 1er, 2e et 3e avec 11 points plus 4, 11 points plus 3 et 10 points plus 1. Adidja FC est 4e avec 9 points plus 1. As Police est à la 5e place avec 9 points plus 1 aussi. Ainovi FC 6e avec 9 points moins 1 et Aziza FC 7e 7 points moins 1. La jeunesse sportive bien entendu de Ouida est revenue à la 8e place avec 7 points moins 1. Jaffa FC est à l'avant-dernière place suivi sur la liste bien entendu avec 6 points moins 2 et Avrancourt Omnisport dernier sur la liste avec 3 points moins 5. Et on parle à présent de la Ligue des Champions. Le Real Madrid s'offre, Manchester City retrouve le Bayern en demi-finale. Effectivement, Man City ne va pas disputer les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Citizens ont été éliminés du tournoi après leur défaite face au Real Madrid en quart de finale, accroché par les Madrilènes au Santiago Bernabéu. 3-3, le Man City s'est incliné dans la soirée d'hier face à leurs adversaires en quart de finale retour. Le Real Madrid s'est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire au tir au but 1-1, 4-2 face au Man City. Gilles Kenyon a suivi le match dans un bar ici à Bomey-Calavi. Suivons donc son reportage. Dans ce bar-restaurant, les supporters des deux équipes se sont donné rendez-vous pour pousser chacun son club à la victoire. Plusieurs personnes vêtues du maillot blanc du Real Madrid. Ils sont moins nombreux dans le bleu ciel de Manchester City. Le match a à peine démarré quand Rodrigo a ouvert le score à la 12e minute. Le Real Madrid garde ses filets vierges jusqu'à la fin de la première mi-temps. À la 116e minute, Kevin De Bruyne rétablit la parité. Score concédé jusqu'à la fin des 120 minutes de temps réglementaire et de la prolongation. Au tir au but, le Real Madrid va l'emporter 4-3. Un coup dur pour Pep Guardiola et les Sions qui ne verront pas la terre promise de la Ligue des Champions cette année. Les supporters de Manchester City ont toujours du mal à croire que leur équipe a perdu alors qu'elle a largement dominé la rencontre. Moi, je n'attendais pas ça, que le Real gagne. Je sais que c'est City qui doit aller par rapport à la pression sur le match. Je sais que c'est... Mais le match, c'est comme ça arrive. Et tout ça s'est changé brusquement. Et c'est le Real. Mais City a bien joué, mais City a raté tellement d'occasions. Real ne peut pas laisser City faire. Mais, comment dit-on, la penalty a bien joué. Et c'est bien. Pour les supporters de Real Madrid, c'est une joie au bout du suspense. Non, c'est la joie seulement, c'est la joie. Bon, parce que je supportais Real depuis longtemps. Donc, depuis que j'ai réalisé le but, vraiment, mon cœur battait seulement, quoi. Donc, après la fin, vraiment, je suis content. J'ai été ému, vraiment ému. Bon, ce match était un match vraiment intéressant. C'est la Champions League, on le sait. Real contre City, c'est un challenge, on attendait tous un grand match. Nous ont donné un grand match, le match était très intéressant. On voulait un vainqueur, on a eu un vainqueur. Le Real Madrid, ainsi qualifié, va affronter le Bayern de Munich en demi-finale. Deo Gracias, le Real Madrid va... Et pour finir, PSG, Dortmund, Bernard Lamando met en garde les Parisiens à nous. Deo Gracias, l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, Bernard Lama, s'est projeté sur le prochain adversaire des Parisiens en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, un gros client selon l'Est international français qui a tenu à mettre en garde les rouges et bleus qui seront en déplacement chez les BVB le 1er mai prochain
pour le match aller-retour avant de retrouver leur terrain du Parc des Princes sur le match retour le 7 mai prochain. Un client que les Parisiens ont déjà battu en phase de retour. Mais pour Bernard Lamar, ce serait une grosse erreur de penser que les Parisiens, les champions de France en titre, ont déjà les marsupiaux dans la poche. Deo Gracias s'il ne nie pas le statut de favori de l'actuel leader de Ligue 1 pour cette double confrontation. L'ancien international tricolore invite cependant les hommes de Louis Henrique à ne pas prendre les adversaires par la roue. Merci à vous. C'est la fin d'Univers Midi de ce jeudi 18 avril 2024. C'est une réalisation de Osenissi qui a assisté de Colombo Lissanou à la mise en onde de cette édition Igor Tonewa et à la retransmission en direct sur nos canaux digitaux Placide Kagbanon. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, je suis Deo Gracias Kako. Mais avant, retenez ceci, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière, disait l'abbé Pierre. À la prochaine.